Il y a 4 ou 5 ans, quand j'ai publié sur YouTube, des vidéos pour dire que je mangeais pas le lundi ou qu'il m'arrivait pendant des semaines de manger une seule fois par jour, il y avait pas mal d'incompréhensions, ça a pas forcément été bien reçu par, tout le monde. Parce qu'à l'époque, le jeûne intermittent était un sujet extrêmement méconnu. Je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelques années, ça s'est énormément démocratisé. C'est beaucoup plus à la mode aujourd'hui. Et pas mal de gens me posent des questions sur le jeûne intermittent, de plus en plus de gens le pratiquent, de manière générale. Et pas seulement quelques fous dans des milieux un peu bizarres, c'est devenu un truc tout à fait normal. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous toute mon expérience, enfin toutes les choses que j'ai pratiquées dans le jeûne intermittent, parce que j'ai essayé tous les protocoles possibles au cours des dernières années. Que ce soit la Warrior Diet, qui consiste à avoir seulement un gros repas, le protocole Eat Stop Eat, qui consiste à ne pas manger un jour ou deux chaque semaine, par exemple le lundi et le jeudi, le fait de simplement sauter le petit déjeuner, le protocole Lean Gains, etc., etc. Donc je vais parler de ça, on va parler un peu de jeûne long aussi, je vais vous donner un peu les astuces que moi j'aurais aimé savoir quand j'ai commencé, les conseils pratiques à mettre en place, à quoi ça sert le jeûne intermittent, et voilà. À la radio. Petite mise en garde tout d'abord pour les gens qui auraient des troubles alimentaires, qui auraient un rapport douloureux psychologiquement avec la nourriture. Ce podcast n'était pas fait pour vous, vous feriez peut-être mieux de vous intéresser à des choses comme l'alimentation intuitive, ou plutôt les régimes flexibles, et l'alimentation en pleine conscience. Ça, on va en parler ici. Mais toutes ces approches un peu restrictives sont peut-être pas les plus pertinentes pour tout le monde. Cette mise en garde étant faite, il faut savoir que vous êtes déjà un jeûneur, vous pratiquez déjà le jeûne intermittent sous une certaine forme. Si vous dormez la nuit, ou le jour, peu importe, si vous dormez, eh bien vous ne mangez pas au moment où vous dormez, ce qui vous donne déjà un jeûne intermittent de 8 heures, ou 9 heures, ou 10 heures, pour les plus gourmands d'entre vous. Et pour ceux qui... gourmands en sommeil. Et pour ceux qui ne mangent pas directement avant de s'endormir, et qui ne mangent pas directement au moment du réveil, eh bien, vous jeûnez peut-être encore plus, vous jeûnez peut-être 12 heures, 13 heures par jour déjà. Et c'est pas très compliqué de passer de 13 heures de jeûne par jour, que vous pratiquez peut-être déjà aujourd'hui, à 14 heures la semaine prochaine, à 15 heures la semaine d'après, et à 16 heures enfin la semaine d'après. Donc en un mois, sans avoir fait d'effort, eh bien vous pouvez être rentré dans la grande tribu des jeûneurs intermittents, et vous pouvez vous en vanter, en soirée ou sur internet. Donc c'est quelque chose qui n'est pas si exceptionnel, qui n'est pas si bizarre que ça, le jeûne intermittent. C'est la première chose à comprendre. Alors pourquoi est-ce que ça peut avoir de l'intérêt d'augmenter cette fenêtre de non-alimentation? Quel est l'intérêt de ça? Il y en a plein de différentes. Je vais commencer par la plus évidente de toutes, qui est celle de moins manger. Quand on mange moins longtemps, c'est très difficile de manger la même quantité. On a très fortement tendance à manger moins, tout simplement. Et c'est le tout premier intérêt du jeûne intermittent, c'est que ça vous permet de moins manger sans réfléchir exactement à ce que vous mangez, sans compter vos calories, sans vous priver de tel ou tel aliment. Juste, vous avez une fenêtre de tir de 4 heures, 8 heures, plus ou moins, et pendant cette fenêtre, vous allez manger, et manger relativement librement. L'idée, c'est pas de vous gaver non plus, mais vous pouvez avoir moins le sentiment de vous priver que si vous mangez toute la journée, mais vous vous interdisez toutes les sucreries, tous les aliments trop caloriques, etc., etc. Et en plus, compter les calories pour certaines personnes, ça peut être très désagréable. Quand on a un rapport aux chiffres, c'est aussi une habitude difficile à mettre en place. Donc le jeûne intermittent peut être plus séduisant pour quelqu'un qui veut simplement perdre du poids en mangeant moins. C'est important ce détail-là parce que il y a un peu des mythes autour du jeûne intermittent qui diraient que parce que vous mangez différemment en termes d'horaire, et bien par magie, vous allez perdre du poids. En soi, c'est pas vrai. Les études qu'on a, les observations qu'on fait, c'est que ça ne change rien en fait. Si vous mangez 3000 calories par jour sur une fenêtre de 8 heures ou de 15 heures, bah ça ne change rien quand on observe les gens. C'est les mêmes résultats en termes de poids. Mais la vie réelle, c'est pas un laboratoire scientifique. Et donc en fait, si vous commencez à jeûner de manière intermittente aujourd'hui, eh bien vous n'allez pas faire en sorte de manger exactement le même nombre de calories comme ce serait le cas dans une expérience scientifique
qui sert justement à observer l'effet du jeûne. Dans la vie réelle, dans le monde réel, quand on jeûne de manière intermittente, on mange moins. Et c'est le cas pour la quasi-totalité des gens. Et plus on jeûne longtemps, et moins on mange. De manière comportementale. Il n'y a pas de truc magique qui fait que parce que vous mangez moins longtemps, vous allez perdre du poids. En tout cas, il n'y a rien qui prouve ça. Là, tant qu'on est sur la question du poids, il faut que je revienne sur un mythe auquel il y a encore des gens qui croient bizarrement, mais assez ancien, je veux quand même en parler rapidement, c'est le mythe du stockage. L'idée que quand on mange moins, on prend du poids. Parce qu'il y a un truc magique dans le corps qui ferait que, je sais pas, on a un problème de métabolisme qui ferait qu'on prendrait du poids par magie quand on prend moins de calories. Et pour valider cette hypothèse, vous avez peut-être votre ami qui a fait un régime un jour et qui voulait perdre 5 kilos, mais qui en fait en a pris 10, ou alors vous-même vous avez vécu ça. Mais en fait, vous-même ou votre ami, je suis désolé de vous le dire, mais vous n'avez pas mangé moins, en fait vous avez mangé plus que d'habitude, et plus que nécessaire pour maintenir votre poids. Et c'est la raison pour laquelle vous avez pris du poids au lieu d'en perdre. C'est pas parce que vous avez mangé moins que vous avez pris du poids, ça n'existe pas. Enfin en tout cas dans toutes les observations qu'on fait, c'est pas du tout ça qu'on observe. Ce qui va faire qu'une personne va perdre du poids, c'est le fait de consommer moins de calories, ce qui va faire qu'elle va en prendre plus, c'est qu'elle va consommer plus de calories par rapport à son métabolisme de base. Donc il n'y a pas d'effet de stockage. En tout cas, il n'a jamais été observé. Et la raison pour laquelle il y a beaucoup de gens qui croient à ça, à ce mythe du stockage, c'est parce qu'il y a un truc bien réel par contre dans nos comportements, c'est que quand on a une phase de restriction importante, elle est souvent suivie d'une phase de surcompensation. Si vous allez beaucoup moins manger pendant une semaine, il y a des grandes chances que si la semaine d'après vous relâchez totalement, bien vous mangez beaucoup plus qu'initialement et que donc en fait à la fin, eh bien vous retrouviez à avoir pris du poids au lieu d'en perdre alors que c'était votre objectif initial. Il y a un truc dans nos comportements humains qui fait qu'on a tendance à rebondir et à surcompenser. Et donc effectivement, si vous perdez 2 kilos cette semaine, il y a des chances que vous en gagnez 4 la semaine d'après. Mais c'est pas un effet magique de votre corps qui fait que vous ingérez mieux les calories ou quoi que ce soit. Et si cet effet existe, il est très négligeable. C'est plutôt le fait que en fait vous avez mangé plus et que vous avez pris plus de calories que nécessaire. Donc, je ferme la parenthèse. Si vous avez des doutes sur ça, si vous croyez encore au mythe du stockage, si vous croyez que voilà, c'est pas juste une question de calories, je vous invite à vous renseigner par vous-même. C'est un peu à nuancer parce qu'il y a des questions comme le NEAT, c'est-à-dire les mouvements qu'on va faire pendant la journée qui vont nous faire dépenser plus ou moins d'énergie. Il y a l'entropie aussi qui va faire qu'on va plus ou moins bien réussir à digérer des protéines ou du gras ou des glucides. Donc il y a quand même des choses qui changent en fonction de notre alimentation, et c'est pas juste les calories, mais c'est, on va dire à 80, peut-être 90%, les calories qui expliquent les changements de poids des gens. Fermons la parenthèse. Maintenant, à quoi ça sert cette idée-là de perdre du poids? Avant d'aller sur les autres avantages du jeûne intermittent, je voudrais parler de l'intérêt de perdre du poids de manière générale. Il y a un intérêt esthétique, évident, le fait de perdre du poids pour beaucoup de gens c'est quelque chose de positif. Il y a un intérêt aussi sportif, qui est peut-être moins évident, qui est le fait que si vous faites 80 kg, c'est plus dur de monter un escalier que si vous faites 70 kg. Vous pouvez gagner en endurance et vous perdez en masse inutile si vous perdez du poids. Vous regardez tous les grands sportifs, quelques exceptions, dans peut-être chez les sumo, voilà, des sports un peu spéciaux, à quelques exceptions, globalement les sportifs de haut niveau sont très secs, et ce n'est pas un hasard, même dans les sports d'endurance, ce n'est pas un hasard, c'est parce que ils veulent avoir un maximum de masse utile et un minimum de masse inutile dans leurs mouvements, dans leurs efforts. Donc il y a un intérêt aussi pratique dans le fait de perdre du poids, dans le fait de perdre du gras en particulier. Alors après, j'en parlerai après ça, de la question de la protéine et du maintien des muscles. On va commencer par les motivations qui poussent vers le jeûne intermittent d'abord. Sur l'intérêt esthétique, sur l'intérêt de perdre du poids simplement pour des raisons superficielles, j'en parle parce que c'est important, je pense, quand on a un objectif un peu important, d'assumer la diversité, la variété de nos objectifs. Moi, mon expérience personnelle, c'est qu'on arrive à faire des choses difficiles uniquement quand on a des motivations différentes, des motivations supérieures, des motivations inférieures, des motivations sur le court terme, des motivations sur le long terme.
Le jeûne, par exemple, ou la restriction calorique de manière générale, c'est quelque chose qui va être pour lequel vous allez être motivé si vous avez à la fois un objectif esthétique, si vous y prenez du plaisir, si c'est quelque chose qui va vous servir de manière fonctionnelle et pratique, ce sera beaucoup plus facile d'avancer dans cette voie-là si vous avez une variété d'objectifs qui vont correspondre à vos variations d'état d'esprit. Si vous avez uniquement une motivation, dans n'importe quel domaine en fait, ça pourrait s'appliquer à tout, si vous avez uniquement une motivation très haute, très spirituelle, très détachée et altruiste, il y a des moments où vous serez plus motivé, et si vous avez uniquement des motivations très basses, très égoïstes, très superficielles, il y a des moments où ça va vous sembler effectivement superficiel, et vous serez démotivé. Alors que si vous avez les deux types de motivation et des motivations intermédiaires, vous serez beaucoup plus motivé pour le faire. Un autre intérêt de perdre du poids potentiellement, ou en tout cas de moins manger, de se restreindre en calories, c'est la question de la longévité. A priori, il peut y avoir des débats là-dessus, a priori moins manger, ou en tout cas manger avec modération, consommer moins de calories, c'est un des outils les plus efficaces, les plus simples, très probablement, pour vivre plus longtemps. Alors ça, personnellement, c'est pas un argument que j'utiliserai aujourd'hui, et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a une expérience qui a été faite avec des singes, des chimpanzés, où on a pris un premier groupe et un deuxième groupe. Le premier groupe, on leur a donné toutes les calories qu'ils voulaient, tous les fruits qu'ils voulaient, et puis le deuxième groupe, on les a restreints en calories. On a fait en sorte qu'ils en mangeaient moins. Et le deuxième groupe de singes a effectivement eu une plus grande longévité. Mais ce qu'on ne dit pas forcément, et chez les humains aussi, on observe que de manière générale, les populations qui vont être plus dans la modération vont vivre plus longtemps, et voilà, c'est quelque chose qu'on observe aussi chez les êtres humains. Mais ce qu'on ne dit pas sur cette expérience, sur les deux groupes de singes, ceux qui mangeaient autant qu'ils voulaient et ceux qui mangeaient moins, c'est que le deuxième groupe de singes vivait plus longtemps, certes, mais il était aussi beaucoup plus triste, beaucoup plus malheureux, il avait des signes de dépression, presque. Alors que l'autre groupe était beaucoup plus actif, beaucoup plus vivant, joyeux, entre guillemets. Et l'argument de dire qu'on vit plus longtemps parce qu'on mange moins, il me semble pas totalement pertinent parce qu'il n'y a pas que la question de la longévité, et si on doit se priver à fond et manger moins pour vivre plus longtemps, mais que ça implique moins d'énergie dans notre quotidien, parce qu'effectivement, quand on mange moins, on a tendance à perdre en énergie, je reviendrai là-dessus. Si effectivement le prix à payer pour la longévité c'est ça vaut pas forcément le coup, et c'est pas forcément un argument si pertinent que ça. Ça mériterait d'être exploré, d'être quantifié davantage, cette question-là. Un autre intérêt du jeûne intermittent, tout simple à comprendre pour les gens qui sont peut-être beaucoup en mouvement, ou qui ont besoin de se concentrer pendant de longues périodes, un autre intérêt c'est simplement le gain de temps, d'avoir moins d'interruptions dans sa vie. Vous savez que quand on fait un travail profond, du deep work, ne pas avoir d'interruption c'est particulièrement utile, pas avoir de notifications, mais aussi ne pas vouloir manger tout le temps pour toujours prendre des pauses qui serviraient à rien, plutôt prendre des pauses de réflexion, etc., ça peut être utile. Avoir des plus grands blocs de travail, grâce au jeûne intermittent, ça devient possible. Il y a aussi un autre point qui est peu évoqué, c'est le plaisir du jeûne. C'est-à-dire que quand on a des longues périodes pendant lesquelles on mange pas, on peut avoir une sensation de plaisir par rapport au vide qu'il y a dans notre ventre, mais on peut aussi avoir une sorte de plaisir de l'autophagie. Alors ça, j'en ai parlé à quelques personnes, peut-être que vous pourrez me confirmer en commentaire pour ceux qui ont pratiqué, mais il y a un moment dans le jeûne, peut-être que ça correspond au moment de la cétose, ce qu'on appelle la cétose, il y a un moment dans le jeûne où on a l'impression de se manger soi-même, et c'est une sensation qui est à l'intérieur du ventre, on a cette impression de grignotage, de picotement à l'intérieur de nous. Et c'est un moment où on a un regain d'énergie, souvent ça arrive plutôt la nuit, quand on s'endort, et c'est un moment où on a un regain d'énergie, on ressent quelque chose, et on a vraiment l'impression de manger mais de l'intérieur. Et il y a quelque chose d'un peu euphorisant là-dedans. Et ça c'est une expérience, je pense, qui est assez... alors je sais pas du tout si ça correspond à une physiologie réelle, hein. C'est une idée que j'ai, mais cette sensation d'euphorie par contre elle est ancienne, et elle est connue aussi dans les traditions religieuses, parce que dans toutes les traditions religieuses, il y a des jeûnes longs, des jeûnes intermittents, que ce soit le bouddhisme, l'islam, le christianisme, etc., l'hindouisme, il y a des traditions comme ça de jeûne, et il y a l'idée que le jeûne, ne pas manger pendant une certaine période, ça
peut mettre dans un état un peu second, un état de conscience altéré. Et pour moi, en tout cas, c'est lié à cette sensation d'autodévorement qu'on ressent de l'intérieur et qui est assez agréable. Donc il y a aussi cet aspect-là qui est à prendre en compte dans le jeûne, qui est un pur aspect de plaisir. Un autre aspect évident du plaisir dans le jeûne, c'est une phrase, je crois, de Sénèque qui disait que le meilleur des sels, c'est la faim. Si vous jeûnez pendant longtemps, en disant 24 heures, et qu'après vous mangez l'aliment que vous aimez le moins, un légume, j'ai déjà fait cette expérience avec des gens, vous mangez, je sais pas, une salade, une aubergine, un truc que vous aimez peut-être pas trop, mais vous avez jeûné 24 heures, et là, tout d'un coup, ça va vous paraître hyper bon, hyper goûtu, et tous les aliments deviennent bien meilleurs. Ça, c'est aussi un intérêt du jeûne intermittent. Je dis maintenant au passage, si vous pratiquez le jeûne intermittent, c'est hyper important de manger dans le bon ordre. Ça, c'est un conseil que j'ai appris avec le livre Warrior Diet, mais c'est aussi un truc que plein de gens pratiquent déjà. C'est de commencer par la salade, par les choses plus subtiles, par les goûts plus subtils, les légumes, et ensuite mettre les protéines, et ensuite mettre les gras, les glucides, et à la fin vous mettez les sucres plus raffinés si vous voulez en mettre, le dessert, etc. Ça permet d'apprécier vraiment sa nourriture, et ça permet de pas manger comme un morphale aussi, de pas être à fond dans sa nourriture, parce que c'est un risque aussi quand on jeûne de manière intermittente, c'est un risque de manger à fond et de pas trop réfléchir à ce qu'on fait, et voilà, de manger trop tout simplement, quoi. Donc c'est important de manger dans le bon ordre. Ori Hofmaker, donc l'auteur de Warrior Diet, conseille aussi d'arrêter de manger quand on a plus soif que faim. Et voilà. Ah oui, un truc aussi très très utile si vous commencez à pratiquer le jeûne intermittent, c'est de vous intéresser vraiment à ce qu'on appelle l'alimentation en pleine conscience. Moi, c'est un truc que j'ai appris il y a quelques années, c'est lié aux traditions des moines zen au Japon, qui vont avoir tout un ensemble de rituels qui vont faire qu'ils vont manger lentement. Et tout simplement manger lentement, mâcher beaucoup, ça vous permet d'avoir davantage conscience de votre faim. Parfois, une seule bouchée, ça va suffire à grandement limiter notre faim. Et le simple fait d'attendre, eh bien, on va se rendre compte qu'on n'a pas tellement faim. Et c'est important d'étaler votre repas le plus longtemps possible pour tout simplement avoir moins faim et moins manger, si c'est votre objectif. Il y a un truc dont j'aimerais parler aussi, sur les jeûnes de manière générale, c'est le mythe du jeûneur énergique. Il y a un peu cette idée qui est développée par pas mal de gens qui disent que quand je jeûne, même dans les jeûnes longs, je me sens hyper bien, je me sens plein d'énergie, etc. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé de l'euphorie. Je pense qu'il y a un vrai truc d'euphorie dans les jeûnes, qu'il soit long ou intermittent. Au bout d'un certain nombre d'heures, il y a une sensation agréable. Mais je pense par contre l'idée que parce qu'on jeûne, on est hyper énergique. En tout cas, moi personnellement, je l'ai pas vécu. Je l'ai pas observé réellement chez des personnes. J'ai pas vu des gens qui me disaient, moi ça fait 24 heures que je jeûne, et je les ai vus sauter dans tous les sens et être hyper pétillants. J'ai pas observé ça non plus, plutôt l'inverse. Et ça correspond pas non plus à la littérature, où on voit en fait quand les gens jeûnent, ils ont plutôt tendance à avoir plus d'accidents, à faire plus d'erreurs, etc. Et c'est un peu difficile de pratiquer le jeûne intermittent et d'avoir une activité, par exemple intellectuelle, très dure, de concentration. C'est pas non plus facile d'avoir une activité sportive hyper intense quand on jeûne depuis longtemps. Enfin, disons qu'il y a plus de risques, il y a plus de fatigue, etc. C'est plutôt ça que j'ai observé, et l'idée que parce que vous allez jeûner, vous allez être hyper énergique, moi je l'ai entendu beaucoup, bizarrement. Ça me semble pas du tout correspondre à la réalité, donc faut pas avoir de faux espoirs par rapport à ça. On est plus énergique quand on jeûne, un petit peu comme on est plus... comme on danse super bien quand on est alcoolisé, et comme on est super intelligent quand on a fumé du shit, quoi. C'est-à-dire pas du tout. C'est juste une impression, mais ça me semble pas correspondre à une réalité objective, extérieure. Alors, maintenant je vais vous donner quelques petits conseils pratiques, sur le jeûne intermittent. Comment faire? Non, avant de faire ça, je vais pas faire ça. Avant de faire ça, je vais vous dire comment choisir votre jeûne intermittent, lequel vous allez faire. Est-ce que vous voulez juste sauter votre repas du matin? Est-ce que vous voulez juste jeûner 16 heures par jour? Est-ce que vous voulez pratiquer la Warrior Diet, etc. Tout d'abord, moi, je vais vous dire pourquoi je me suis éloigné, pourquoi j'ai pas voulu pratiquer des jeûnes longs, tout d'abord.
c'est plutôt pour des raisons anecdotiques, c'est parce que moi, des gens que j'ai vus autour de moi ont pratiqué les jeûnes non, et ont eu des problèmes très difficilement réversibles, parce qu'ils ont pratiqué des jeûnes non, et en plus ils ont fait hyper attention. Et c'est pas quelque chose qu'on entend beaucoup, mais pratiquer un jeûne très long, je sais pas, pendant 1 mois par exemple, ça peut entraîner des réactions, une cascade de réactions hormonales, qui peut avoir des effets assez néfastes. Et les gens en parlent assez peu, et quand ça arrive et que quelqu'un en parle, et bien tout de suite on va lui dire que c'est parce qu'il a mal pratiqué, c'est parce qu'il a pas suivi les bons conseils, etc. Il y a un truc assez... l'idée que les jeûnes longs c'est hyper bon dans tous les cas pour tout le monde, sans exception, c'est une théorie un peu irréfutable. Il y a toujours quelque chose qui cloche chez les gens pour qui ça ne marche pas. Mais il n'y a pas de remise en cause vraiment de l'idée du jeûne long. Donc moi personnellement, de manière très anecdotique, je veux pas... Voilà, pour y avoir des débats, pour y avoir des gens qui seront en désaccord avec ça, j'ai pas voulu me lancer en tout cas directement dans le jeûne long. J'ai préféré commencer par des pratiques de jeûne intermittent. Et maintenant que j'ai découvert ça, en fait, je vois pas l'intérêt, la raison d'aller plus loin dans ma pratique du jeûne. Donc, je vous conseillerais de vraiment commencer progressivement, même si vous voulez vraiment, si votre motivation dans la vie c'est de pratiquer un jeûne long et de pas manger du tout et de boire que de l'eau pendant une semaine, si vous avez envie de faire ça, voilà, vous faites ce que vous voulez, mais c'est bien d'y aller de manière progressive. Et en matière de jeûne intermittent, si vous voulez ne pas manger 2 fois 24 heures toutes les semaines, c'est pareil, mieux vaut y aller de manière progressive. Vous pouvez commencer par simplement ne pas prendre de petit déjeuner, 1 jour par semaine, 2 jours par semaine, puis toute la semaine, et petit à petit aller vers des protocoles un peu plus difficiles. Un truc courant, c'est de jeûner 16 heures par jour, c'est un peu la manière courante de faire, et ensuite pendant le temps qui vous reste, c'est-à-dire 8 heures, vous faites un peu ce que vous voulez, vous essayez de pas trop surcompenser non plus. Et après, un protocole que j'aime bien moi, c'est celui de la Warrior Diet. Déjà parce que le nom est cool, et parce qu'en fait c'est un protocole à la fois plus hardcore, mais en même temps beaucoup plus libre, parce qu'en fait dans la Warrior Diet, l'idée c'est que vous ayez un gros repas, un gros festin, et l'idée c'est que c'est un peu la manière de manger des nomades de l'ancien temps, voire même d'aujourd'hui, donc les peuples nomades, plutôt guerriers, etc., qui avaient tendance à beaucoup manger le soir, et la journée être plutôt dans l'activité, dans l'action, dans le stress, et le soir ils sont plus dans le repos, dans le festin, ils vont manger, ils vont être avec leurs amis, ils vont discuter, ils vont dormir, et en fait ça correspondrait à notre mode de fonctionnement nerveux et l'activation du système parasympathique et le système sympathique, et ça correspondrait à des rythmes internes. Et en fait ce que propose Ori Hofmaker, c'est aussi de manger plutôt, d'accepter en fait de manger un petit peu pendant la journée, des petits fruits secs, des choses comme ça, on peut en manger un petit peu pour se maintenir, et c'est autorisé. Donc c'est un processus qui est relativement plus libre, où on considère que le jeûne intermittent est quelque chose de naturel, où c'est quelque chose qu'on va essayer de faire sans se prendre la tête, sans trop réfléchir, et on va faire en sorte déjà de pas manger quand on n'a pas faim, pas manger par habitude simplement. Et ça c'est peut-être la chose la plus importante en matière de restriction calorique, c'est arrêter de manger quand on n'a pas faim, parce que ça peut être très très dur de pas manger quand on a faim. Et donc la première chose à faire, c'est déjà d'éliminer tous les moments où on peut facilement ne pas manger. Donc ouais, il y a la Warrior Diet, c'est un truc intéressant. Il y a un truc aussi qui s'appelle OMAD, c'est-à-dire One Meal a Day, qui est pratiqué par certaines personnes. A priori, c'est pas utile en soi, parce que il y a une expérience qui a été faite où on a vu que les gens qui étalaient leur repas sur 2 heures ou un peu plus, et les gens qui avaient un seul gros repas rapide, avec le protocole OMAD, et ils mangeaient dans les expériences, donc c'est sur 2 groupes différents, on a fait cette expérience, manger sur 2 heures ou manger un seul gros repas, et on a observé que, en mangeant le même de calories, le lendemain, les personnes qui avaient eu un seul gros repas, donc avec le protocole OMAD, avaient un plus fort taux de glucose dans le sang. Donc, il n'y aurait pas forcément d'intérêt à pratiquer, ça serait même plutôt déconseillé de vouloir manger pendant une très très courte période, et ça n'a pas d'intérêt de descendre en dessous de 2 heures de fenêtre d'alimentation. Et le protocole Warrior Diet, c'est même 4 heures, vous pouvez manger sur une fenêtre de 4 heures, et en plus vous avez un peu plus de liberté pendant la journée. Moi ça me semble être le protocole le plus intéressant.
Après, si vous avez plutôt envie, il est quand même dur à maintenir sur le long terme en réalité. C'est bien de manger plutôt le soir parce que le soir, c'est le moment social où on va sortir, on va rencontrer des gens, et donc c'est difficile de jeûner le soir plutôt que de jeûner le matin. Même aussi au niveau hormonal, aussi au niveau de notre système nerveux, il y a un truc qui fait qu'on a plus faim en fin de soirée, la nuit, en fin d'après-midi, on a plus faim que le matin, pour des raisons hormonales tout simplement. Et donc c'est bien de jeûner plutôt le matin, en début d'après-midi, que l'inverse. Alors là, peut-être qu'il y a des gens qui trouvent ça très bizarre et qui sont morts de faim le matin et qui comprennent pas pourquoi. La faim que vous ressentez le matin, elle est très probablement plutôt d'ordre psychologique et mental, et c'est probablement pas une faim réelle. Alors qu'est-ce que c'est que cette opposition entre une faim réelle et une faim psychologique et mentale ? Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, il y a deux types de faim. Il y a une faim qu'on a simplement par habitude, parce qu'on est convaincu qu'on doit manger, puis il y a une faim réelle qui se traduit par une vraie sensation de fatigue, qui se traduit par le fait d'être moins attentionné, moins concentré, peut-être que vous allez faire des faux mouvements, vous risquez plus de faire des accidents, ça c'est une vraie faim, et c'est problématique, et il faut que vous mangiez plus si vous ressentez ça trop souvent. Ou alors il faut juste que vous fassiez une sieste, tout simplement. Mais il faut apprendre à distinguer ces deux types de faim, parce que il y a pas mal de gens qui se lèvent le matin, ils sont convaincus d'être morts de faim, et il y a pas mal de gens qui vont faire une séance de sport et ils sont convaincus qu'ils sont morts de faim. Quand vous vous réveillez le matin, votre taux de cortisol est plus élevé, et après une séance de sport, votre taux de ghréline diminue, et en fait vous n'êtes pas prêt à manger. Votre système digestif n'est pas prêt, votre sang est plutôt au niveau de vos muscles, et en fait ces moments où on croit avoir faim, en fait on n'est pas prêt à manger, et c'est très facile, après une séance de sport par exemple, d'attendre 1 heure ou 2 avant de manger, et le matin quand vous vous réveillez aussi, c'est beaucoup plus facile que vous le croyez, d'attendre 1 heure ou 2, voire plus, avant de commencer à manger. Parce qu'en fait votre corps n'est pas vraiment prêt à ça, il n'a pas vraiment besoin de ça pour fonctionner. Vous n'allez pas ressentir de la fatigue, vous n'allez pas tomber parce que vous avez trop faim, parce que vous ne mangez pas juste après votre séance de sport, ça ne se passe pas du tout comme ça. Et ce que moi j'ai appris avec le jeûne intermittent, avec ma pratique, c'est vraiment faire la distinction entre ces deux types de faim. Je sais quand j'ai vraiment faim, quand mon corps a besoin de manger, quand il manque de calories ou de nutriments particuliers, et je sais quand c'est juste mon mental qui me dit il faut que je mange par habitude parce que ça va me faire plaisir par exemple, et ça va me faire me sentir bien sur le moment, et ça correspond pas à un vrai besoin énergétique ou nutritif. En parlant de nutrition, de nutriments, si vous pratiquez un jeûne plus intense, c'est important de vous intéresser à la question des électrolytes. C'est quelque chose qui peut vous manquer sur les jeûnes un peu plus longs. Prendre des aliments riches en sel, comme des concombres par exemple, ou du sel directement. Du potassium, c'est quelque chose qui peut servir pour justement moins ressentir la fatigue dans ces périodes de jeûne. Donc les électrolytes, c'est ce qui va permettre la transmission des messages nerveux tout simplement, de votre cerveau vers vos muscles. Et si vous pratiquez des sports, c'est hyper important de ne pas manquer de ça. Du point de vue nutritif, et ça vous coûte pas de calories, ça vous demande pas de consommer beaucoup de calories pour le faire. En ce qui concerne le sport et la faim, pour parler un petit peu de la question des calories et de la perte de poids, est-ce que c'est bien de pratiquer un sport intense et en même temps de pratiquer le jeûne intermittent ? Alors moi je trouve que ça bien d'un certain point de vue si c'est un sport vraiment intense, comme un sport de combat, ou peut-être des sprints, je sais pas, ou en tout cas la musculation, si vous voulez soulever quelque chose de lourd. Y aller le ventre vide, en tout cas là je parle de mon expérience, y aller le ventre vide c'est assez agréable, parce qu'on se sent léger, et aussi parce qu'on risque pas de vomir. Même si on a envie de vomir, y a rien qui va sortir. Alors, peut-être que c'est trop intense si on en arrive là, mais dans certains sports, moi mon expérience c'est que c'est assez cool de pouvoir se dire de toute façon je ne vais pas vomir, quoi que je fasse, et ça peut permettre de vraiment se dépasser. Alors évidemment, je vous invite à faire attention, et à être protégé, avoir des spotters, etc., et pas faire n'importe quoi. Mais moi mon expérience personnelle c'est que c'est agréable de faire du sport le ventre vide. Ce que dit l'auteur du livre Eat Stop Eat, c'est que il parle dans le livre Eat Stop Eat, il montre de nombreuses expériences où on voit qu'en fait des gens, après des jeûnes assez longs, parfois de 24 heures, voire de 36 heures, une fois passé la période de l'échauffement et le début de la séance de sport, en fait la performance des gens observés dans les expériences ne diminue pas.
bizarrement, une fois qu'on passe, en matière de sport en tout cas, une fois qu'on passe une période d'échauffement, on arrive à avoir les mêmes performances que d'habitude. Tout simplement parce qu'on a les stocks nécessaires pour avoir l'énergie, et bien sûr tout ce que je dis là, toutes ces questions sur le jeûne intermittent, si vous êtes déjà quelqu'un de très sec, en fait c'est complètement différent parce que vous n'avez pas ces stocks là et ça peut être plus compliqué d'être à jeun pendant longtemps et de faire du sport quand vous êtes à jeun. Si vous avez un très faible taux de gras actuellement, je sais pas, peut-être en dessous de 10% tout simplement, ça peut être un peu plus compliqué de pratiquer des jeûnes intermittents assez intenses, notamment la Warrior Diet. Mais je vais revenir à la fin sur des méthodes un peu alternatives pour des gens qui seraient déjà peu gras et qui sont un peu à un autre stade. Je voudrais vous parler maintenant de quelques petits conseils pratiques pour réussir à mettre tout ça en place. Une fois que vous avez choisi votre jeûne intermittent, quelles sont les choses que vous pouvez faire pour rendre ça plus facile tout simplement. Tout d'abord, je voudrais vous parler des cheat meals et des pauses en matière de jeûne. Qu'est-ce que c'est qu'un cheat meal ? C'est un moment où vous sortez de votre régime habituel et vous décidez de manger différemment, de manger un peu plus librement. Et c'est très très problématique. C'est très problématique parce qu'un cheat meal, ça va vous pousser à surcompenser et c'est très facile de manger énormément de calories rapidement, en un jour ou deux, et de récupérer, de perdre des semaines, peut-être une semaine ou deux, d'efforts de régime. Donc il faut faire très attention à ces fameux cheat meals. Et ce que plusieurs auteurs recommandent par rapport à ça, c'est d'arrêter les cheat meals et de les remplacer par des jours de refeed, par des jours de pause ou des jours où on va juste parler de réalimentation, de refeed. Parce que quand on fait ça, c'est exactement la même chose fondamentalement, c'est juste que ça va arriver de manière prévue et ça va être vu de manière positive et ça va pas être perçu comme quelque chose comme une forme de triche. Il faut pas que vous voyez un jour par semaine comme un jour de triche, mais plutôt voir un jour par semaine comme un jour où vous allez un peu vous réalimenter, vous redonner un peu plus d'énergie. Et ces jours de réalimentation sont très importants. Vous pouvez aussi avoir des semaines ou des moments un peu plus longs de maintenance. Il y a une expérience qui a été faite qui s'appelle la Matador Study, où on a étudié différentes personnes en restriction calorique, et donc ça sera valable pour les jeûnes intermittents aussi. On a étudié différentes personnes et un premier groupe, on les a fait manger moins de calories de manière continue, tous les jours, pendant plusieurs mois. Et l'autre groupe, on les a fait être en restriction calorique pendant 2 semaines, et ensuite ils étaient en maintien, ils devaient faire en sorte juste de garder le même poids pendant 2 semaines, et ensuite à nouveau pendant 2 semaines, ils devaient perdre du poids progressivement, et ça continuait comme ça pendant du coup 2 fois plus de temps que l'autre groupe. Ce qu'on a observé, c'est que le deuxième groupe, celui de l'alternance entre la descente et la maintenance, mettait 2 fois plus de temps à finir le programme évidemment, mais ils avaient de meilleurs résultats. Ils perdaient plus de poids que les autres. Alors que finalement ils avaient fait exactement le même effort que les autres, en termes de nombre de jours de restriction. Alors, il y a plusieurs théories sur l'explication à ça, il y en a qui disent que c'est parce qu'il se passe quelque chose métaboliquement, et que ils étaient moins fatigués, donc ils avaient tendance à plus se dépenser physiquement, et donc ils pouvaient manger la même quantité et perdre plus de poids. Il y en a qui disent que c'est tout simplement qu'ils arrivaient à mieux tenir le régime, à mieux respecter le protocole que les autres. Donc, dans tous les cas, cette idée-là d'alterner maintenance et descente, je la trouve très efficace, très intéressante. Surtout si vous faites partie des gens qui ont eu beaucoup de rebonds dans leur vie. Si vous sentez que vous êtes susceptible d'avoir un rebond, de perdre du poids, mais en fait ensuite d'en gagner encore plus qu'initialement, l'idée de maintenir régulièrement, avoir autant de jours de maintenance que de jours de descente, de perte de restriction, je pense que c'est une bonne idée. En parlant de la restriction, une bonne manière de faire, un chiffre qui est conseillé généralement en matière de perte de poids, c'est de ne pas aller au-delà de moins 1% de votre poids du corps actuel par semaine. C'est un bon objectif, moi ça correspond à mon expérience aussi, ça correspond à pas mal de gens. Et un autre conseil qui est donné notamment par le docteur Mike Israetel, c'est quand vous arrivez à la fin d'une longue période de perte de poids, de restriction, c'est de ne pas aller au-delà de moins de 10% de votre poids de corps actuel. Donc si vous
faites 80 kg actuellement et que vous passez à 72 kg, c'est le moment de passer à une maintenance. Et si vous avez mis 3 mois à faire ça, c'est un peu rapide 3 mois, si vous avez mis 6 mois à faire ça, maintenant vous allez passer 6 mois de maintenance. Donc voilà, vous faites le calcul, moins 1% de votre poids par semaine, c'est raisonnable et ça évite autant que possible les rebonds, et moins 10% sur donc une période d'environ 10 semaines, pas exactement mais bon, sur moins 10% sur plusieurs mois, eh bien vous savez que là c'est le moment de faire une pause et de passer à une période un peu plus de maintenance. Et cette question de la maintenance, elle est très peu évoquée dans le monde des régimes, des diètes, etc. parce que c'est pas du tout sexy, c'est pas du tout vendeur, mais c'est peut-être la question la plus importante. Et c'est la question vraiment qui explique que les régimes sont autant critiqués, etc. et que les gens se méfient autant des régimes, c'est parce qu'en général les régimes sont des régimes de perte et n'incluent pas la question de la maintenance, ce sont pas des régimes de maintenance. Un livre sur comment garder le même poids qu'aujourd'hui, ça ne marcherait pas. Mais pourtant, c'est peut-être le livre le plus important qu'il faudrait écrire et qu'il faudrait faire. Mais bon, malheureusement, les gens n'achèteraient pas. À propos des cheat days, des cheat meals, ou des moments où vous basculez un petit peu, le plus important, c'est de reprendre ensuite, avec un objectif assez modeste, mais un conseil que moi j'ai trouvé hyper intéressant par rapport au cheat meal, au moment où on mange plus qu'on avait prévu, où on sort un peu de notre cadre prévu, un truc important, c'est à savoir, c'est qu'on a beaucoup d'énergie à ce moment-là, et c'est utile d'utiliser cette énergie, c'est intelligent d'utiliser cette énergie dans une séance de sport particulièrement intense. Donc profitez de ça pour vous dépenser à fond à ce moment-là. Je vais partager maintenant quelques petits trucs, quelques petites astuces qui moi m'ont servi pour gérer la faim de manière générale. Je vais essayer de revenir au sujet plus précis du jeûne intermittent et moins de la restriction calorique. Un truc que moi j'ai découvert un peu trop tard peut-être, c'est l'utilité du café pour gérer la faim. En fait, le café va vraiment vous donner moins faim. Vous avez plus de glucose dans le sang grâce au café, et ça aurait un effet aussi pour perdre davantage de gras, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Évidemment, le café c'est addictif et on s'y désensibilise, donc il faut le périodiser, c'est-à-dire que vous allez en prendre peut-être 1 par jour pendant une semaine, puis après 2 par jour, puis 3 par jour, puis peut-être maximum 4 par jour, et ensuite vous allez essayer de redescendre pour revenir à 1 par jour, et de cette manière-là, vous gardez l'effet du café sur le long terme, et vous désensibilisez pas trop, et vous faites en sorte de vous resensibiliser de cet outil qui, je trouve, est vraiment, vraiment très efficace pour aider au jeûne intermittent. D'après le docteur Rhonda Patrick, c'est pas forcément une bonne idée de commencer sa journée sur un café, parce que ça éliminerait certains aspects utiles pour la santé du jeûne intermittent. Donc il faudrait pas forcément non plus boire du café immédiatement le matin quand vous le levez, parce que ça permettrait pas à votre corps de vraiment se reposer. Mais bon, ça après c'est des choses théoriques, c'est pas du tout certain. Un truc à savoir sur la faim, c'est que de manière générale, si vous apprenez à la gérer, c'est pas si dur que ça, puisque la faim passe par vagues, ces vagues ne durent jamais plus de 20 minutes ou d'1 heure, grand maximum, et le simple fait de vous distraire, de marcher par exemple, ou de dormir, ou d'avoir une activité prenante, d'être dans un projet intéressant, ça permet de ne pas y penser, de juste pas avoir envie de manger. Et cette faim, en fait, elle va venir peut-être après tous les 4 heures ou quelque chose comme ça, et c'est pas quelque chose d'éternel en fait, c'est un truc auquel vous avez besoin de résister ou tout simplement vous distraire pendant une période de temps très limitée. Un truc important aussi à dire, un petit conseil rapidement, c'est l'importance de boire beaucoup d'eau, notamment de l'eau gazeuse, ça peut limiter la faim, de se brosser les dents au moment où on peut avoir faim, ça peut aussi la limiter, et enlever une sensation désagréable, peut-être de vide dans notre bouche. Un truc aussi à étudier, c'est la question des index de satiété. Différents aliments ont différents index de satiété, c'est-à-dire que pour le même nombre de calories, ça va plus ou moins vous satisfaire et vous remplir au niveau de votre estomac. Donc il y a des aliments qui sont très caloriques mais qui vont prendre beaucoup de volume, comme des légumes par exemple. Et bien ça c'est très bien pour moins manger et mieux gérer votre pratique du jeûne. Les protéines aussi sont ont un index de satiété extrêmement utile. Et moi dans ma pratique du jeûne intermittent aujourd'hui, j'ai un peu changé. C'est-à-dire que je peux manger des protéines pures, relativement pures, un peu quand je veux,
Et je vais pratiquer mon jeûne plutôt par rapport aux autres aliments. Parce que le risque quand on pratique le jeûne et la restriction calorique de manière générale, c'est de perdre en muscle et s'alimenter en protéines un peu plus pendant la journée, c'est un peu plus optimal par rapport à une pratique sportive de manière générale. Donc ça peut se faire avec de la whey, avec différentes protéines en poudre, mais aussi avec des aliments, je sais pas, par exemple du yaourt faible en gras. Je vais être un peu plus relax, plus flexible dans ma pratique du jeûne intermittent vis-à-vis des protéines, et je vais les mettre un petit peu à part de mon protocole de jeûne. Après, il y a des protocoles un peu plus extrêmes qui vont consister à prendre que des protéines et des végétaux. On appelle ça les protein sparing fast. Bon, ça je veux pas en parler aujourd'hui, mais c'est aussi des manières de faire qui existent. Et on peut pratiquer le jeûne sans le pratiquer pour les protéines. C'est aussi une manière de faire qui est assez efficace, mais beaucoup plus extrême et que je vous recommande pas. Pour revenir sur le sport un peu, faut savoir que y a certains sports qui vont vous donner plus ou moins faim. Certains sports de cardio, enfin par exemple l'endurance, etc., ça va vous faire brûler beaucoup d'énergie, mais ça peut vous donner plus faim, et donc pour cette raison, la marche, ça peut être quelque chose de mieux, parce que la marche, ça va vous faire dépenser de l'énergie, même si vous marchez 1 heure ou 2, sans vous donner vraiment plus faim, ça peut même vous donner plus une sensation d'énergie, alors qu'en fait vous avez perdu beaucoup de calories. Ensuite, il y a un truc aussi très important à prendre en compte, dont les gens parlent pas trop quand ils parlent des régimes assez intenses et des jeûnes assez longs, c'est des dérèglements hormonaux. Il peut y avoir des personnes qui vont plus avoir leurs règles, qui vont avoir des pertes de libido, parce qu'ils jeûnent trop. Il faut faire très attention à ça, parce que on peut l'accepter, il y a des gens qui peuvent l'accepter et se dire que c'est juste une phase à passer, etc. Mais en fait, c'est un très très mauvais signe. Alors, c'est mauvais pour votre santé, en fait, et c'est un signe que vous êtes allé trop loin. Et en plus, du point de vue de votre poids, des calories, etc., de toute façon, si vous arrivez à ce stade-là, il y a de grandes chances, un grand risque plutôt, que vous rebondissiez et que vous arriviez à la fin à prendre plus de poids que vous en aviez initialement. Donc attention à ne pas dépasser ces limites où vous avez des dérèglements hormonaux profonds qui changent votre libido ou vos règles. Un dernier conseil que je voudrais vous dire, c'est qu'il y a un rapport entre le niveau de bonheur et la faim. Il y a un lien chimique entre la sérotonine et la faim, et le simple fait d'être bien dans votre peau peut vous donner moins faim, et inversement. Parfois, il y a des gens qui peuvent dire qu'il faut faire attention à pas avoir un rapport émotionnel à la nourriture. Je trouve que c'est un mauvais conseil, une mauvaise phrase, tout simplement parce qu'on ne peut pas, parce qu'il y a pas quelque chose de plus émotionnel, il n'y a pas quelque chose de plus primaire, ça fait partie des fonctions les plus anciennes chez nous, manger, voir de la lumière, respirer, on peut pas avoir un rapport non émotionnel à la nourriture, c'est une mauvaise idée. Il faut plutôt avoir conscience de ce rapport émotionnel, et l'utiliser intelligemment, comprendre que si vous êtes bien dans votre peau, si vous êtes plus heureux, etc., vous ne reposerez pas sur la nourriture pour ressentir certaines émotions positives. Vous aurez peut-être besoin de moins de chocolat, moins de glucides et ce genre de choses. Si vous, par exemple, pratiquez plus de méditation, si vous faites du sport, si, de manière générale, vous faites des choses qui vous motivent, ça vous enlèvera aussi des distractions, mais il y a un rapport important entre vos émotions et votre faim, et le meilleur moyen de pas manger de manière émotionnelle quand vous vous sentez mal, c'est d'essayer de faire en sorte de limiter ces moments où vous vous sentez mal. Et les meilleurs moments pour entamer un jeûne ou un régime de manière générale, c'est des moments où vous êtes le plus stable dans votre vie. Un moment où il y a beaucoup d'inconnus, d'imprévus, et où il va y avoir beaucoup d'émotions, on va dire où votre état émotionnel va être très volatile. C'est peut-être pas le meilleur moment, c'est peut-être un moment où vous devez juste essayer de maintenir, plutôt que d'essayer de descendre, de perdre du poids, parce que vous pourriez avoir une phase de rebond importante à un moment où vous vous sentirez particulièrement mal, et où vous aurez besoin de manger pour compenser, pour mieux vous sentir. Dernier conseil pratique, c'est celui de l'application, des applications sur votre téléphone, ça peut être très pratique. Moi j'ai très longtemps utilisé l'application Zero, ça se trouve pour les iPhones, sûrement pour les autres téléphones aussi. C'est très pratique pour juste noter en deux touchés le moment où vous commencez à manger, le moment où vous arrêtez de manger. Ça vous permet de savoir tous les jours combien d'heures vous avez jeûné, de voir votre moyenne chaque semaine, chaque mois, de voir comment vous évoluez. C'est vraiment bien, plutôt que de se référer simplement à l'horloge, parce que il peut y avoir des petites modifications de jour en jour. Donc l'application Zero, elle est très bien. Il y a un truc aussi que je fais maintenant, parce que maintenant je me suis
plus orienté sur le fait de compter les calories, c'est d'utiliser l'application MyFitnessPal, mais de remplacer les noms des repas. Vous savez que vous pouvez mettre plusieurs repas sur MyFitnessPal, le petit déjeuner, le déjeuner, vous pouvez changer ces noms-là, et bien moi, mes noms, je crois qu'il y a 5 ou 6 repas, et les noms de mes repas, c'est 14h, 16h, 18h, 20h, 22h. Ce qui me permet à la fois de noter le temps où je mange et ce que je mange. Alors pourquoi est-ce que je suis passé plutôt à une approche par le comptage de calories? Tout simplement parce qu'il y a un stade, il y a un moment où on peut très facilement, dans une fenêtre d'alimentation de 4 heures, on peut facilement, à partir d'un certain stade, manger plus que nécessaire pour maintenir son poids et prendre du poids en mangeant simplement 4 heures par jour. Il y a un moment où ça devient possible. C'est quand on a un taux de gras qui commence à être plus bas, quand il diminue un peu trop, et bien le jeûne intermittent devient un peu une béquille qui n'est plus utile, dont il faut un petit peu se détacher, parce qu'elle ne permet plus d'avoir l'effet désiré. Donc pour cette raison, je pense qu'arriver à un certain stade, ça peut être bien d'avoir d'autres approches, donc, notamment le simple fait de compter ses calories, qui est aussi très efficace, qui demande un peu plus de volonté, un peu plus de discipline par rapport à ça. Et quand on commence à s'intéresser à ces domaines-là, ça peut être difficile, alors que simplement noter le nombre d'heures pendant lesquelles on jeûne au début c'est facile. Mais je pense que le jeûne intermittent finalement c'est juste une première étape, c'est juste un outil, une béquille qui peut servir un certain temps, que moi je continue à utiliser, en jeûnant entre 14 et 16 heures par jour tous les jours, parce que ça facilite quand même énormément les choses, et c'est intéressant d'apprendre à avoir le ventre vide, à l'accepter. C'est une expérience qui m'a appris à gérer ma faim, et dans les premières étapes, dans les moments où entre guillemets il était facile pour moi de moins manger, de davantage perdre du poids, etc., au début c'était beaucoup plus facile de simplement passer par le jeûne intermittent que par d'autres méthodes un peu moins motivantes, un peu plus chiantes. Et voilà, c'est un peu tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur le jeûne intermittent. Je vous invite à essayer de le pratiquer. Je vais mettre en place sur résolution là pendant un mois, tous les jours un défi différent par rapport à la nutrition. Il y aura du jeûne intermittent, il y aura de l'alimentation en pleine conscience. Donc on va faire une semaine de jeûne intermittent, une semaine d'alimentation en pleine conscience, une semaine de comptage de calories. On va tester un peu toutes ces méthodes-là. Et vous me direz vos résultats, je vous inviterai à partager, dans des vidéos notamment, me dire un peu ce que vous en pensez, ce que vous en avez appris. Et on va essayer de faire un peu une expérience de groupe comme ça, pour que chacun essaye plein de méthodes, plein de techniques, plein de petites astuces différentes que je vais vous partager, et que vous voyez en fait si ça vous plaît, et si ça marche pour vous. Donc vous pouvez aller sur resolu.co si ça vous intéresse. Et on va mettre ça en place pendant ce mois-ci, donc inscrivez-vous rapidement pour ne pas rater ça. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Salut.